Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au sommaire cette semaine, le Qatar qui souhaite accéder à l'autosuffisance alimentaire. Le pays soumis à un embargo de son puissant voisin saoudien cherche à développer le Made in Qatar. Nous irons également en Égypte. Le pays durement frappé par une crise sécuritaire assiste ces derniers mois au retour de ses touristes. Enfin, nous terminerons par une rencontre, celle d'une artiste yéménite, une photographe qui, après avoir montré des images de son pays en guerre, s'attaque à une autre injustice, le passeport. C'est le nom de son dernier projet artistique. Les détails dans un instant. Mais avant de développer ces titres, on fait le point sur la vague de manifestations qui a secoué l'Iran pendant plus d'une semaine. C'est le mouvement le plus important depuis celui de 2009. Au moins 21 personnes ont été tuées dans des violences entre manifestants et forces de l'ordre. 1 millier de personnes auraient été arrêtées. Les gardiens de la révolution ont annoncé avoir mis en échec ce mouvement téléguidé, selon eux, à partir de plusieurs pays étrangers, dont les États-Unis et l'Arabie saoudite. Près de 7 mois que le Qatar est soumis à un embargo économique par l'Arabie saoudite et ses alliés qui l'accusent de soutenir l'Iran et le terrorisme. Les conséquences sur le petit émirat sont importantes. Le Qatar est privé d'approvisionnement en produits alimentaires ou en matériaux de construction. Mais au lieu de chercher de nouveaux fournisseurs, le petit émirat encourage massivement le Made in Qatar. Reportage de Sylvain Lepetit et Marwan Chahine. À 1 heure de route de Doha, en plein désert, ces étables sont devenues le symbole de l'indépendance économique du pays. La ferme de Baladna, ce qui veut dire notre pays en arabe, s'est développée en un temps record. Depuis le mois de juin et l'annonce de l'embargo saoudien contre le Qatar, plus de 4000 vaches ont été importées par avion. Cette salle de traite rotative flambant neuve est désormais la plus grande du Moyen-Orient. Pour superviser ce projet à plus de 700 millions d'euros, John Dory, un fermier irlandais. D'ici au mois de juin, cette exploitation devrait accueillir 14 000 vaches laitières. D'abord, le Qatar doit devenir autosuffisant en lait. Mais on va faire en sorte qu'il le soit aussi en viande. Car les 14 000 vaches vont donner naissance à environ 14 000 veaux par an. Encore en pleine expansion, la ferme produit déjà 100 tonnes de lait par jour. Déclinée en une multitude de produits vendus dans tous les supermarchés du pays. Nous avons donc du lait entier, du yaourt arabe traditionnel et un yaourt moderne, plus sucré. Pour le directeur de la ferme, l'embargo a permis d'accélérer les investissements, mais aussi d'éliminer tous les concurrents. À court ou à long terme, en ce qui me concerne, je dirais longue vie au blocus, c'est bon pour le business. Derrière la construction de cette ferme, une grande famille d'industriels devenus milliardaires. À seulement 29 ans, Mohamed Al-Rayat est déjà à la tête d'une dizaine d'entreprises. Aujourd'hui, il nous conduit dans la zone industrielle de Doha, en plein essor. Sur les 5 derniers mois, il y a plus de 300 usines en construction. Son groupe a investi dans tous les secteurs de l'économie qatarienne. Voici leur usine d'aluminium, dirigée par son associé syrien. Ici, près de 1000 ouvriers travaillent à la fabrication de fenêtres et de structures métalliques. Selon les dirigeants, les commandes auraient bondi de 30% depuis le début du blocus. C'est fabriqué à 100% au Qatar. Et vous en êtes fiers ? Bien sûr, quand vous réalisez quelque chose vous-même, vous ne pouvez qu'en être fier. Face à la demande pour les grands chantiers de la Coupe du Monde, les deux hommes prévoient même d'investir dans une nouvelle chaîne de production. La construction d'usines commence maintenant. Il y a des gens qui disent « mais il y a le blocus, comment ils font ?» Mais non, c'est le bon moment pour investir. En plein sursaut nationaliste, le Qatar est en train de développer son industrie à marche forcée. Dans le pays le plus riche au monde par habitant, la stratégie saoudienne du blocus, qui devait mettre l'économie du Qatar à genoux, pourrait bien se révéler contre-productive.
On connaît la date de la présidentielle en Égypte. Le premier tour se déroulera entre le 26 et le 28 mars avec un second tour prévu du 24 au 26 avril, le cas échéant. L'annonce de la commission électorale est intervenue juste après le forfait du candidat Ahmed Shafir. Il s'est retiré de la course. Il était le rival le plus sérieux au président Al-Sisi. Ce dernier n'a pas officiellement annoncé sa candidature, même s'il y a peu de suspense sur ses intentions. Les touristes occidentaux sont de retour en Égypte. Les réservations des clients européens ont presque doublé en 2017, et ce, malgré les attaques terroristes qui continuent à cibler le pays. Les autorités n'ont qu'un but, rassurer les visiteurs pour les convaincre de revenir dans le pays. Reportage aux abords de la mer Rouge, signé Simon Ricotier et Lou Cricorian. C'est un pays qui prend un nouveau départ. Boudée par les touristes pendant 6 ans, l'Égypte retrouve aujourd'hui des couleurs. Et il faut dire qu'elle a des arguments. Le soleil, la mer, le désert. Le défi est de taille, redonner confiance aux vacanciers et les convaincre que la sécurité est devenue ici la priorité. Pour des vacances d'une semaine en Égypte, cette famille a choisi la mer Rouge. Allez, let's go! Allez! C'est l'une des plus belles destinations de plongée au monde. Délaissés par les touristes pendant plusieurs années, les coraux se sont régénérés. Le spectacle est plus beau que jamais. L'Égypte, c'était en 2010 la 3e destination favorite des touristes français. Mais plusieurs attentats ont meurtri le pays. Le nombre de voyageurs a chuté. En 2010, ils étaient 600 000 Français. En 2015, 132 000. En 2016, seulement 70 000. Une tendance qui semble pourtant s'être inversée récemment. Cet hôtel 4 étoiles n'a quasiment plus une chambre de libre. L'hôtel, c'est complet. Toujours, maintenant, c'est 95% maintenant. 95% d'occupation? Oui, exactement. Et parmi ces vacanciers, 1 sur 4 est français. En un an seulement, leur nombre a augmenté de 146% en Égypte. Des tours opérateurs qui avaient délaissé la région la réinvestissent prudemment. Ce n'est qu'en 2017 qu'on a réentendu parler français ici. Des vols directs depuis la France ont été mis en place et aujourd'hui on voit bien que les Français sont plus nombreux. 3 piscines, une plage privée, le cadre est idéal pour les familles. Budget de celle-ci pour 10 jours et 6 personnes, environ 6 000 €. D'un point de vue rapport qualité-prix, c'était imbattable et très facile à faire à partir de Paris. Pour que les touristes reviennent, les autorités ont compris qu'il fallait les rassurer. Elles misent sur la sécurité, notamment dans les stations balnéaires de la mer Rouge. Redonner confiance aux vacanciers, c'est une nécessité. Car le tourisme représente 12% des revenus égyptiens et 3 millions d'emplois. On va d'abord dans le désert, vous allez avoir l'occasion de faire des belles photos ici. Après, on va vers la plage aussi. Le retour des Français, 6 ans que Yousri El Badri l'espérait. Ce jour-là, il accompagne une famille pour 2 heures de balade à cheval dans le désert. Il est guide francophone. Pendant les années noires, ses revenus ont baissé. Pendant des années, moi, en tant que guide, je faisais peut-être une visite tous les 2 semaines avec des groupes qui partent d'ici. Aujourd'hui, je pars 3-4 fois dans la semaine pour visiter Luxor au Caire. À chaque fois, avec un grand bus, il y a des touristes français dedans. Cette année, ses revenus ont plus que doublé. Ils sont passés de 500 à 1 300 € net par mois. Un bon salaire en Égypte. Être accompagné en français, les touristes apprécient. C'est plus agréable, oui, on apprend la culture de l'Égypte. Un pays sûr, c'est l'image que veut donner l'Égypte, qui rêve de retrouver le même niveau d'attractivité qu'il y a 8 ans, d'ici l'hiver prochain. Je vous propose à présent une rencontre avec Thana Farouk, photographe yéménite. Thana Farouk a quitté Sanaa il y a 2 ans. Elle vit à Amsterdam où elle multiplie les expositions sur son pays, mais pas seulement. Son dernier travail était de rencontrer des réfugiés à travers l'Europe. Elle leur consacre une exposition autour d'un thème, le passeport, ce document de voyage qui vous ouvre les portes ou les ferme violemment. Thana Farouk est avec nous en direct des Pays-Bas. Merci de nous avoir rejoints. Thana, pourquoi le passeport? En quoi votre passeport yéménite vous a-t-il bloqué dans votre vie? En fait, j'ai toujours eu l'impression d'être piégée à cause de mon passeport, comme une sorte de mauvais sort.
Je le ressentais chaque fois que je voulais voyager ou quand je faisais la demande d'un visa. C'était ma réalité et en quelque sorte, je m'étais habituée. Mais c'est quand la guerre a éclaté au Yémen et que le conflit s'est envenimé que tout à coup, pour moi et pour beaucoup d'autres Yéménites, on s'est senti comme dans une immense prison. Nous sommes enfermés, isolés, et nous nous sentons seuls, littéralement. C'est une époque pendant laquelle je me suis demandé pourquoi je n'étais pas née du bon côté de la frontière. Voilà pourquoi je réalise ce travail. En quoi est-il un miroir des injustices que subissent certains ? Si vous y réfléchissez, la plupart des personnes que je photographie viennent de pays qui connaissent des conditions extrêmes de violence, de pauvreté ou d'agression. Je voulais me faire l'écho de ces expériences à travers mes histoires et mes photographies. Pour moi, le passeport n'est plus un document qui vous accorde le privilège de voyager, de voir le monde ou la liberté de mouvement. Pour moi, c'est un poids qui pèse sur ces gens et c'est ça que j'essaie d'exprimer à travers cette œuvre. Le titre de votre exposition est « Mon passeport est malchanceux ». Quel message souhaitez-vous véhiculer à travers cette personnification du passeport ? Ce projet n'est pas ma volonté de militer pour quelque chose. Il n'y a même pas de message politique. C'est plutôt quelque chose de personnel, une manière d'exprimer ma frustration et l'injustice qui l'entoure. C'est ça dont je voulais parler dans ce livre et c'est un travail qui est toujours en cours. Je veux que chaque personne qui regarde ce livre se pose des questions, ou plutôt pose des questions importantes. C'est ça en fait le but recherché. Merci beaucoup Athana Farrouk d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin d'Express Orient. L'info continue sur France 24.